Je m'appelle Emma, et j'ai toujours cru que la famille passait avant tout. J'ai grandi dans un foyer modeste à Springfield avec mes parents et ma sœur aînée, Julia. Julia a toujours été la star de la famille, plus belle, plus populaire, d'une manière ou d'une autre, obtenant toujours ce qu'elle voulait. Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur, mais vivre dans son ombre était parfois difficile. Je travaille pour Market Tech Solutions en tant qu'analyste marketing. J'y suis depuis 5 ans, travaillant dur, restant tard et prenant en charge des projets supplémentaires. Mardi dernier, mon patron m'a appelé dans son bureau, et j'étais sûre que j'allais avoir des ennuis pour quelque chose. Emma, asseyez-vous, a dit Monsieur Thompson, en désignant la chaise en face de son bureau. J'ai observé vos performances au cours de la dernière année et je suis impressionnée. Je me suis tortillée nerveusement sur ma chaise, attendant le « mais » qui suivait habituellement de telles déclarations. Nous allons ouvrir une nouvelle succursale au Colorado, et j'aimerais que vous dirigiez le département marketing là-bas. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire substantielle, bien sûr, les frais de déménagement sont couverts. Réfléchissez et faites-moi savoir avant la fin de la semaine. J'ai passé le reste de la journée sur un petit nuage. C'était ça, l'opportunité que j'attendais, une chance de prouver ma valeur, de sortir de l'ombre de Julia, de tracer mon propre chemin. J'avais hâte de le dire à ma famille. Ce soir-là, je suis pratiquement rentrée en sautillant chez mes parents pour notre dîner de famille hebdomadaire. Julia n'était pas encore arrivée, elle était maintenant mariée à David, un comptable prospère, et ils vivaient de l'autre côté de la ville. « Tu as l'air heureuse » a dit maman en remuant la sauce spaghetti. Je le suis. J'ai eu une nouvelle incroyable aujourd'hui. Attends que tout le monde soit là. Quand Julia et David sont arrivés, nous nous sommes tous assis pour manger. Papa a servi le vin et je ne pouvais plus me retenir. J'ai eu une promotion, ai-je lâché. Ils veulent que je dirige le marketing dans la nouvelle succursale du Colorado. Le Colorado, le visage de maman s'est décomposé. Mais c'est si loin. Je sais, mais c'est une opportunité incroyable. Le salaire est presque le double de ce que je gagne maintenant. Maman a posé sa fourchette. Emma, ce n'est pas le bon moment pour que tu partes. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman a regardé Julia, qui a soudainement baissé les yeux sur son assiette. Julia a des difficultés depuis la naissance du bébé. Le médecin lui a diagnostiqué une dépression postpartum. J'ai regardé ma sœur, sous le choc. Julia avait donné naissance à mon neveu, Ethan, il y a seulement 2 mois. Elle avait l'air fatiguée, oui, mais je n'avais pas réalisé que les choses étaient si graves. Je suis désolée, Julia. Je n'en avais aucune idée, ai-je dit. Julia a essuyé ses yeux avec une serviette. Je ne voulais inquiéter personne, mais ça a été très dur. Maman s'est approchée et a serré la main de Julia. Elle a besoin du soutien de sa famille en ce moment. David travaille de longues heures et ils ne peuvent pas se permettre une nounou à plein temps. Nous pensions, a ajouté papa, qu'il serait préférable que Julia et David emménagent ici pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle aille mieux. J'ai senti mon rêve s'évanouir. Mais la promotion. Il y aura d'autres promotions, a dit maman fermement. La famille passe avant tout, Emma. Julia a besoin de toi en ce moment. J'ai regardé autour de la table, le visage déterminé de ma mère, le visage plein d'excuses de mon père et les yeux abattus de Julia. J'ai pensé à l'opportunité qui m'échappait, mais aussi à mon petit-neveu, qui avait besoin de sa famille. Tu as raison, ai-je finalement dit. La famille passe avant tout. Je dirai à Monsieur Thompson que je ne peux pas accepter le poste. Le soulagement sur le visage de ma mère a été immédiat. Tu fais ce qu'il faut, Emma. Julia a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Merci, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Une semaine plus tard, Julia, David et le bébé Ethan ont emménagé chez nos parents. J'ai gardé mon poste actuel, mais j'ai négocié une petite augmentation. Ce n'était pas le Colorado, mais c'était quelque chose. J'ai commencé à donner $2000 de mon salaire mensuel pour aider avec les factures médicales de Julia et les dépenses du bébé. Ma routine a rapidement changé. Je travaillais toute la journée, rentrais à la maison pour un dîner rapide,
puis je prenais le relais avec le bébé pendant que mes parents cuisinaient et que Julia se reposait. Je berçais Ethan, je changeais ses couches, je lui donnais son bain et je le mettais au lit. Quand je me glissais dans mon propre lit, j'étais épuisée. Mais c'était temporaire, me disais-je. Julia irait mieux, et alors la vie reviendrait à la normale. J'aurais une autre chance de progresser. Pour l'instant, la famille passait avant tout. Les Wilson restaient soudés pour le meilleur et pour le pire. Les semaines se sont transformées en mois, avant que je ne m'en rende compte, une année entière s'était écoulée. Ma vie était tombée dans une routine prévisible, travail, maison, garde d'enfants, sommeil, et on recommence. J'étais épuisée en permanence, mais je continuais à me dire que ça en valait la peine pour ma famille. Chaque matin, je quittais la maison en courant alors que Julia était encore, trop fatiguée, pour se lever avec Ethan. Chaque soir, je rentrais pour la trouver affalée sur le canapé, prétendant avoir eu une journée terrible. Mes parents l'entouraient comme si elle pouvait se briser à tout moment. « Comment te sens-tu aujourd'hui, ma chérie ?» demandait maman à Julia pendant que je réchauffais le biberon d'Ethan. Toujours très confuse, soupirait Julia de façon dramatique. Les médicaments me donnent l'impression d'être un zombie. Je prenais Ethan des bras de maman. Je m'en occupe. Vous devriez tous les deux dîner avant que ça ne refroidisse. Ethan avait maintenant 1 an et devenait chaque jour plus difficile à gérer. J'en étais venue à aimer farouchement mon petit-neveu, même si je ressentais du ressentiment à être devenue sa principale gardienne pendant que sa mère se remettait. Pour être honnête, j'ai commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas. Comme la fois où je suis rentrée tôt du travail et que j'ai trouvé le sac de Julia rempli de sacs de shopping du centre commercial, ou comment elle semblait toujours avoir de nouveaux vêtements et des cheveux et des ongles parfaits, bien qu'elle prétende que certains jours, elle ne pouvait même pas se doucher. N'as-tu pas dit que Julia n'avait pas pu quitter la maison hier à cause de son anxiété ? Ai-je demandé à maman un soir après avoir trouvé un ticket de caisse pour un déjeuner dans un restaurant cher dans la poubelle de la cuisine. Maman a fait un geste de la main. Le médecin dit que sortir de temps en temps est bon pour elle. Tout cela fait partie du plan de traitement. J'ai hoché la tête, mais quelque chose ne me semblait pas juste. J'avais vu Julia avec ses amis à travers la fenêtre du café près de mon bureau une fois. Elle riait, animée, rien à voir avec la femme abattue qui pouvait à peine se lever du canapé quand j'étais là. Puis le jour où tout a changé est arrivé. Je me suis réveillée avec un mal de tête insupportable que même les analgésiques extra forts ne pouvaient soulager. À midi, je pouvais à peine voir clair, alors mon patron m'a dit de rentrer à la maison pour me reposer. Je n'avais pas appelé à l'avance pour prévenir qui que ce soit de mon retour précoce. En entrant dans l'allée, j'ai remarqué que les chaussures préférées de Julia n'étaient pas près de la porte, là où elle les enlevait toujours. Bizarre, car elle m'avait dit qu'elle ne se sentait pas assez bien pour s'habiller ces jours-ci. Je suis entrée sans faire de bruit, prévoyant d'aller directement dans ma chambre pour m'allonger. C'est alors que je l'ai entendu, le rire reconnaissable de Julia venant de la cuisine. Pas un petit rire poli ou un sourire faible, mais son rire franc et sonore, la tête renversée en arrière, que je n'avais pas entendu depuis des mois. Et puis je l'ai entendu dire, entre deux éclats de rire, Mélissa a commandé une autre tournée de mimosa, et on a complètement perdu la notion du temps. Le serveur a dû nous rappeler qu'il fermait pour l'après-midi. Je suis restée figée dans le couloir, mon mal de tête momentanément oublié. Cela ne ressemblait pas à quelqu'un souffrant d'une dépression invalidante. J'ai poussé la porte de la cuisine. Julia était assise à table avec maman, toutes deux souriant en buvant du café et le reste du gâteau d'anniversaire de papa. Au moment où Julia m'a vue, son visage s'est transformé. Le sourire a disparu, ses épaules se sont affaissées et elle a attrapé un mouchoir. « Emma », dit-elle de cette voix fragile à laquelle je m'étais habituée, « je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt. »« J'ai une migraine », dis-je en l'observant attentivement. Je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Maman se leva immédiatement. « Oh, ma pauvre. Laisse-moi te chercher du thé et une poche de glace. »« Pas la peine, » dis-je, sans quitter Julia des yeux. « De quoi riez-vous toutes les deux ? » Ça avait l'air drôle. Julia et maman échangèrent un regard rapide. « Oh, juste une publicité idiote à la télévision, » dit maman. J'ai cru t'entendre parler de mimosa et d'un serveur.
Julia s'essuya les yeux avec le mouchoir. Juste une histoire d'avant, tu sais, avant Ethan. Parfois, maman me fait parler de temps plus heureux. Le docteur Harrison dit que ça aide. Ce soir-là, après avoir couché Ethan, j'ai confronté maman dans la cuisine pendant que papa regardait la télévision et que Julia prenait l'un de ses longs bains thérapeutiques. Maman, est-ce que Julia souffre vraiment encore de dépression postpartum? Ça fait 1 an et parfois elle a l'air d'aller bien. Maman se tendit en essuyant une assiette. Bien sûr que si. Pourquoi demandes-tu ça? Je l'ai entendu rire aujourd'hui, parler de sortie avec des amis. Ça ne ressemble pas à quelqu'un souffrant de dépression sévère. Emma, dit maman fermement, les sautes d'humeur font partie de sa condition. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Ne porte pas de jugement sur des choses que tu ne comprends pas, je ne juge pas. Je veux juste m'assurer que nous l'aidons vraiment, pas que nous la laissons faire. Laissez faire, la voix de maman s'éleva. Ta sœur est malade. Elle reçoit un traitement. Il ne t'appartient pas de remettre en question sa maladie. J'ai reculé, mais je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur la dépression postpartum. J'ai lu article après article sur les symptômes, les traitements et les délais. Oui, les sautes d'humeur étaient mentionnés, mais ce que je voyais avec Julia ne correspondait pas au tableau général. Les femmes atteintes de DPP luttaient généralement pour s'occuper de leur bébé, mais Julia n'avait aucun problème à me confier Ethan et à disparaître. Elle négligeait souvent les soins personnels, mais Julia ne manquait jamais ses rendez-vous chez le coiffeur ou ses virées shopping. La plupart des articles disaient que la guérison commençait généralement en quelques mois avec un traitement approprié. 1 an s'était écoulé et Julia ne s'était apparemment pas du tout améliorée, du moins, pas quand j'étais là. Le lendemain matin, j'ai essayé de parler à nouveau à maman. Je lui ai montré certains des articles que j'avais trouvés. Je suis juste inquiète, dis-je prudemment. Ces symptômes ne correspondent pas vraiment à ce que nous voyons avec Julia. Maman m'a arraché le téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai parlé au docteur Harrison hier et il a dit que le cas de Julia est particulièrement difficile. Sa guérison ne va pas suivre une liste de contrôle d'Internet. J'ai reculé, mais je n'ai pas cessé d'observer. Au cours des semaines suivantes, j'ai accordé plus d'attention au comportement de Julia, à ses habitudes. J'ai remarqué comment elle s'animait quand elle pensait que personne ne la regardait, comment elle envoyait immédiatement des SMS sur son téléphone mais le cachait quand j'entrais dans la pièce, comment ces « mauvais jours » coïncidaient commodément avec les responsabilités familiales qu'elle voulait éviter. Quelque chose n'allait pas, et j'étais déterminée à découvrir ce que c'était. À peu près à cette époque, j'ai reçu de bonnes nouvelles au travail. Monsieur Thompson m'a de nouveau appelé dans son bureau. Emma, je sais que vous n'avez pas pu accepter le poste au Colorado l'année dernière, mais je veux que vous sachiez que votre dévouement n'est pas passé inaperçu. Nous allons vous promouvoir au poste d'analyste marketing senior. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire de 15%. J'ai presque pleuré de soulagement. Après tout ce que j'avais traversé, enfin, quelque chose de bien. Merci beaucoup, monsieur Thompson. Cela signifie beaucoup pour moi. Ce soir-là, j'ai décidé de ne rien dire à ma famille. Quelque chose me disait qu'il trouverait un moyen de réclamer la majeure partie de cet argent supplémentaire pour le traitement de Julia ou une autre urgence. Alors je me suis tue et j'ai continué à leur donner les mêmes $2000 par mois que j'avais contribué tout ce temps. Le reste est allé directement sur mon compte d'épargne. À ce stade, j'étais complètement épuisée. Travailler à plein temps puis rentrer à la maison pour être la principale gardienne d'Ethan me pesait. Je n'avais pas pris de vacances depuis plus d'1 an, je n'avais même pas eu un week-end pour moi seule. J'avais besoin d'une pause avant de perdre la tête. Je pense prendre des vacances, ai-je annoncé au dîner un soir. Juste 1 semaine. Je regardais des forfaits pour Hawaï. Hawaï, maman a levé les yeux en nourrissant Ethan. Ça a l'air cher. J'ai économisé, et il y a une bonne offre en ce moment. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Je pense que c'est une excellente idée, a dit papa, me surprenant par son soutien. Tout le monde a besoin d'une pause de temps en temps. Julia a hoché la tête. Tu devrais vraiment y aller, Emma.
Tu as été d'une aide précieuse avec Ethan. Tu le mérites. Son accord facile m'a rendue méfiante, mais j'étais trop excitée à l'idée de vacances pour m'y attarder. J'ai réservé mon vol et une chambre dans un hôtel en bord de mer pour la 2e semaine de mai, dans un mois à peine. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais quelque chose à attendre avec impatience. J'ai mentionné mon voyage fréquemment au cours des semaines suivantes, en partie parce que j'étais excitée et en partie pour m'assurer que tout le monde se souvienne que je partais. Je l'ai même inscrit sur le calendrier familial dans la cuisine et j'ai organisé des congés supplémentaires au travail. La veille de mon départ, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé Julia et David dans le salon, entourés de valises. Que se passe-t-il, ai-je demandé, avec un pressentiment au creux de l'estomac. David avait l'air désolé. Le médecin de Julia pense qu'elle a besoin d'un traitement spécialisé. Il y a un centre à Malibu qui propose un programme intensif pour la dépression postpartum résistante au traitement. Malibu, ai-je répété. Quand partez-vous? Demain matin, a dit Julia. Pour une semaine. Une semaine? Mais c'est. Nous savons que cela coïncide avec tes vacances, a interrompu maman en entrant de la cuisine. C'est un moment malheureux, mais le docteur Harrison dit que Julia ne peut plus attendre pour ce traitement. Alors, qui va s'occuper d'Ethan, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Nous espérions que tu pourrais reporter ton voyage, a dit papa, juste de quelques semaines. Je suis restée là, stupéfaite par leur audace. Mon vol est demain. Je perdrai la compte de l'hôtel et l'argent du billet d'avion. Les yeux de Julia se sont remplis de larmes. Je suis tellement désolée, Emma. Je n'avais pas prévu que cela se produise, mais le docteur Harrison dit que ce programme pourrait être ce qui m'aidera enfin à aller mieux. J'ai regardé leur visage, les larmes calculées de Julia, l'expression sévère de maman, l'évitement coupable de papa et l'inconfort évident de David. Quelque chose en moi s'est brisé. C'est bon, dis-je fermement. Je vais annuler mon voyage. Plus tard dans la soirée, après avoir passé les appels pour tout annuler et avoir perdu près de $800 d'acompte non remboursable, je me suis assise sur mon lit et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas autorisée à ressentir depuis longtemps, une colère pure et sans mélange. C'était trop pratique, trop parfaitement synchronisé pour ruiner mes plans. Le lendemain matin, Julia et David sont partis pour leur programme de traitement, à Malibu. Maman et papa sont sortis aussi, papa pour jouer au golf et maman pour son club de lecture. J'étais seule avec Ethan, comme d'habitude. Après l'avoir couché pour sa sieste, je suis restée dans le couloir, fixant la porte de la chambre de Julia et David. Je n'avais jamais fouiné auparavant, mais maintenant, j'avais besoin de connaître la vérité. J'ai ouvert la porte et j'ai commencé à chercher. Les tiroirs de la commode ne contenaient rien d'inhabituel. L'armoire était pleine de vêtements neufs avec les étiquettes encore attachées. J'ai vérifié les tables de chevet, rien. Pas de flacon de pilules, pas de notes de médecin, pas de fiche de thérapie, rien qui n'indique que Julia était en traitement pour quoi que ce soit. C'est alors que j'ai vu son ordinateur portable sur le bureau, toujours ouvert et déverrouillé. Je n'ai hésité qu'un instant avant de m'asseoir pour regarder. Ses emails et ses réseaux sociaux étaient ouverts dans plusieurs onglets. J'ai cliqué sur ses messages Facebook et j'ai trouvé une longue conversation avec son amie Mélissa, la même Mélissa de l'histoire du mimosa que j'avais entendue. Mes mains tremblaient en parcourant des semaines de messages, Julia se plaignant de devoir faire semblant d'être déprimée, quand j'étais là. Et puis j'ai vu mon nom. Mélissa, est-ce qu'Emma se doute de quelque chose? Julia, pas du tout. Elle est tellement naïve qu'elle ne remarque rien. Elle donne juste l'argent et s'occupe des enfants gratuitement. C'est presque trop facile. Je me suis sentie mal en continuant à lire. Julia, je pense qu'on peut faire durer ça au moins 1 an de plus. Ensuite, je pourrai guérir, retourner au travail et mettre Ethan à la garderie. D'ici là, Emma ne sera plus aussi utile de toute façon. Mélissa, tes parents sont toujours d'accord? Julia, totalement. Ils diront à Emma que je suis guérie quand nous déciderons que c'est le moment. Ils adorent avoir leur fille préférée et leur petit-fils vivant avec eux, et l'argent d'Emma aide tout le monde. C'est une configuration parfaite. Mélissa, tu es une maîtresse de l'intrigue, J.
Mais tu ne te sens pas mal de profiter de ta sœur? Julia, pourquoi le devrais-je? Elle a toujours été jalouse de moi de toute façon. De plus, elle peut se le permettre, et nous avons économisé beaucoup sur la garde d'enfants cette année. Je me suis penchée en arrière, tout mon corps engourdi par le choc. Tout était un mensonge. Chaque crise de larmes, chaque mauvais jour, chaque excuse. Julia avait feint sa dépression pendant une année entière pendant que je m'épuisais à travailler pour m'occuper de son fils et leur donner mon argent. Et mes parents le savaient. Ils étaient dans le coup. Mon téléphone a vibré avec un SMS de maman: peux-tu préparer le dîner pour 18h? On va chercher de la nourriture chinoise pour nous, mais on a oublié de te demander ce que tu veux. Il n'apportait même pas de nourriture pour moi. C'était une si petite chose, mais d'une certaine manière, cela a tout cristallisé. J'ai pris des photos des conversations de Julia comme preuve, puis j'ai refermé l'ordinateur portable exactement comme je l'avais trouvé. J'ai passé les jours suivants à faire comme si tout était normal tout en prenant secrètement des dispositions. J'ai appelé mon amie Stacy, qui me pressait depuis des mois de m'éloigner de ma famille. J'ai besoin d'un endroit où rester pendant que je cherche un appartement, juste pour quelques semaines. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a dit Stacy sans hésiter. Je suis là pour toi. J'ai attendu jusqu'à la veille du retour de Julia et David de leur programme de traitement à Malibu, qui n'était probablement que des vacances de luxe. J'avais vu leurs publications sur les réseaux sociaux qu'ils pensaient m'être cachés: boissons au bord de la piscine, soins au spa, promenade sur la plage. Ce soir-là, j'ai commencé à faire mes valises pendant que mes parents étaient en bas à regarder la télévision avec Ethan. Quand je suis descendue avec mes valises, l'expression sur leur visage était impayable. Emma, maman s'est levée. Que se passe-t-il? Je pars, dis-je simplement. Papa a froncé les sourcils. Que veux-tu dire par je pars? Tu ne peux pas partir maintenant. Julia n'est même pas à la maison. Exactement. Julia n'est pas à la maison parce qu'elle est en vacances à Malibu, pas en traitement pour une maladie qu'elle n'a pas. Mes parents ont échangé des regards paniqués. Emma, tu ne dis rien de cohérent, a dit maman, la voix tremblante. Julia est très malade. Elle est dans un centre de traitement spécialisé. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les photos que j'avais prises des messages de Julia avec Melissa. Elle fait semblant depuis un an, et vous le saviez tous les deux. Le visage de maman est devenu blanc. Papa a commencé à bégayer à propos de malentendus. Vous m'avez tous utilisé, dis-je, surprise du calme de ma voix. Vous avez pris mon argent, vous avez pris mon temps, vous m'avez fait renoncer à une promotion et annuler mes vacances. Vous m'avez utilisé comme nounou gratuite et comme distributeur de billets. Emma, tout ceci est un malentendu, a tenté papa. Nous essayons juste d'aider Julia. Non, vous aidiez Julia à mes dépens. Vous l'avez toujours favorisée, mais cela va au-delà du favoritisme. C'est de la fraude. Maman a changé de tactique, sa voix se durcissant. Tu es ridicule. Nous sommes une famille. Nous nous entraidons. Nous nous entraidons, ai-je ri amèrement. Est-ce que l'un de vous m'aurait aidé, moi? J'ai calculé exactement combien vous m'avez pris, 24 000 $ de mon salaire au cours de la dernière année, plus environ 12 000 $ en service de garde d'enfants si j'avais été payée comme une nounou. Vous me devez 36 000 $. Papa s'est levé, le visage rougeoyant. Maintenant tu es absurde. Nous ne te devons rien. C'est ce que fait la famille. Non, papa. La famille ne ment pas et ne manipule pas. La famille ne feint pas une maladie mentale pour éviter ses responsabilités. Si vous ne me remboursez pas, je vous poursuivrai en justice. Tu n'oserais pas, a sifflé maman. J'ai les messages de Julia admettant la fraude. J'ai des relevés bancaires montrant tous mes virements. J'ai même le reçu du centre de traitement à Malibu, qui est en fait un complexe hôtelier et spa de luxe. Je suis sûre que l'employeur de David serait très intéressé de savoir qu'il a participé à ce plan. Le visage de papa a pâli. Détruirais-tu le mariage de ta sœur, briserais-tu cette famille? Vous avez déjà brisé cette famille quand vous avez décidé de m'exploiter, ai-je répondu. Je vous donne une semaine pour virer l'argent sur mon compte. Si vous ne le faites pas, je porterai plainte et je m'assurerai que tout le monde sache ce que vous avez fait, les parents,
les amis, votre congrégation à l'église, tout le monde. C'est scandaleux, a craché maman. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi récemment, maman, à part prendre mon argent et mon temps? J'ai travaillé à plein temps et je suis rentrée à la maison pour être une mère pour un enfant qui n'est même pas le mien, pendant que sa vraie mère fait du shopping et retrouve des amis pour boire un verre. J'ai pris mes valises et je me suis dirigée vers la porte. Tu ne peux pas partir comme ça, m'a appelé maman. Et Ethan? Je me suis retournée, la main sur la poignée de la porte. Ethan a 2 parents et 2 grands-parents. Il est peut-être temps qu'il commence à agir comme tel. Je suis sortie et je n'ai pas regardé en arrière, même quand j'ai entendu ma mère m'appeler. Stacy attendait dans sa voiture sur le trottoir. Quand je suis montée, elle m'a serré la main. Ça va? Non, dis-je honnêtement, mais ça ira. 3 jours plus tard, j'ai signé un bail pour un appartement d'une chambre près de mon bureau. C'était petit, mais parfait, à moi. Personne pour profiter de moi, personne pour me faire sentir coupable de me faire passer en premier. Quand Julia et David sont revenus de Malibu, ils ont fait exploser mon téléphone d'appels et de SMS. Au début, ils étaient en colère, puis plein d'excuses, puis suppliants. Julia, s'il te plaît, parle-nous. On ne voulait pas que les choses aillent aussi loin. David, Emma, nous sommes vraiment désolés. Rencontrons-nous et réglons ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Une semaine après mon départ, exactement comme je l'avais prévenu, j'ai reçu une notification de virement bancaire, 36 000 $ du compte joint de Julia et David. Sans aucun message joint. Julia a envoyé un SMS, nous avons renvoyé l'argent. Peut-on parler maintenant? J'ai finalement répondu, j'ai obtenu ce dont j'avais besoin de vous. Ne me contactez plus jamais. Puis j'ai bloqué leurs numéros, leurs emails et leurs comptes de réseaux sociaux. J'ai fait de même avec mes parents quand ils ont essayé de me contacter. 6 mois se sont écoulés depuis que je me suis éloignée de ma famille. Parfois, ils me manquent, ou plutôt, ce que je pensais qu'ils étaient me manque. L'idée de faire partie d'une famille qui se souciait vraiment les uns des autres me manque. Mais être utilisée et prise pour acquise ne me manque pas. Je suis toujours chez Market Tech, mais il y a des rumeurs sur une nouvelle succursale qui ouvrira à Austin l'année prochaine. J'ai déjà dit à Monsieur Thompson que je suis intéressée. Plus je suis loin de cette ville et des souvenirs qu'elle renferme, mieux c'est. Parfois, je reste éveillée la nuit et je me demande si je serai un jour capable de leur pardonner, pas pour eux, mais pour moi. La colère et la trahison brûlent encore en moi, rendant difficile de faire confiance à quelqu'un de nouveau. Mais j'y travaille. J'économise pour l'acompte de ma propre maison. Dans 2 ans, je devrais avoir assez. Stacy pense que je devrais essayer la thérapie, et peut-être qu'elle a raison. Tout le monde n'est pas comme ma famille. Tout le monde ne m'utilisera pas si je les laisse entrer. L'autre jour, j'ai croisé Julia au supermarché. J'étais dans le rayon des fruits et légumes quand j'ai entendu la voix d'Ethan appeler « Emma. Emma ». Je me suis retournée pour le voir tendre les bras vers moi depuis un caddie. Il a maintenant presque 2 ans et parle davantage. Julia s'est figée à côté de lui, comme si elle avait vu un fantôme. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de nostalgie. Ce petit garçon me manquait. Mais ensuite je me suis souvenue de tout ce que sa mère avait fait, de tout ce que mes parents avaient permis. J'ai reposé la pomme que je tenais, je me suis retournée et je suis partie. Julia ne m'a pas suivie. Peut-être qu'un jour je créerai une nouvelle famille, une famille fondée sur l'honnêteté et le soutien mutuel plutôt que sur l'exploitation. Mais pour l'instant, je me concentre sur la guérison, sur la construction de la vie que je mérite, sur le souvenir que moi aussi, j'ai de l'importance. Et quand cette mutation pour Austin arrivera, je serai prête pour un nouveau départ, une nouvelle ville, de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités, une chance de me définir non pas comme la sœur de Julia ou la tante d'Ethan ou le paillasson de la famille, mais simplement comme Emma, une femme qui a enfin appris à se faire passer en premier.